Et salut, c'est Florian, ravi de vous retrouver pour cette 11e émission de Meet and Greet. Et aujourd'hui, on est dans un lieu bien sympa, je crois que Nickel, tu voulais nous en parler. Oui, c'est ça, on est à Villeurbanne, à l'atelier Mimesis, accueilli par Ambrine. On se retrouvera aujourd'hui donc pour une émission, la 11e de Meet and Greet. C'est ça, avec un programme, ma foi, bien sympa, puisqu'on va recevoir Sébastien Léger, on est ravis de l'accueillir. Voilà, il va nous raconter plein de choses, il va nous parler de sa carrière, de son live set modulaire, et aussi un petit peu de la scène électro. Voilà, on va faire un petit bilan. Et aussi, on aura, comme d'habitude, nos rubriques, on va voir notre portrait, on va aller en studio avec le jeune artiste Nézi, et on va aussi aller dans les rues de Lyon pour parler avec les passants, tout simplement, d'un DJ. Qu'est-ce que c'est qu'un DJ pour eux? Ça, c'est ce qu'on va voir dans notre cube à l'air avec Jérémy. Voilà le programme du jour, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite au coin du cube avec Sébastien Léger. Salut Sébastien. Ça va, la forme, ouais. Ah, super. Ouais, je vois ça. Hein. Bon, non. Comme un mec qui a pas dormi depuis 24 heures. C'est ça, on peut préciser quand même que tu reviens d'Égypte. Ouais. Et là, t'es à Lyon, donc ça fait un petit voyage dans la journée quand même. Ça va, c'est juste que j'ai pas dormi, quoi. Ouais, mais bon, écoute, on va être efficace, on va essayer de te maintenir bien en forme. Allez. Parce qu'on a pas mal de choses à te raconter, et tu vois, dans Meet and Greet et au coin du cube surtout, on aime bien parler de nos invités et un petit peu de ce qu'ils ont fait. Et avant de parler de ce que tu fais maintenant, j'ai quand même envie de revenir au tout début de ta musique. Tu commences les prods autour de 98-99, mais je crois que la musique, elle faisait partie de ta vie quand même bien avant. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler, juste cet avant DJ? Mes parents, enfin toute ma famille sont musiciens en fait. Mon grand-père jouait du cor à l'orchestre de Paris. Et ma mère et mon père étaient aussi les solistes de l'orchestre de Paris. Je sais plus lequel exactement, mais bon, l'orchestre de Paris, celui, il faut être bon, tu vois. Donc du coup, j'ai toujours été dans la musique. Hein. Du coup, je suis né, j'étais dans le ventre de ma mère, il y avait déjà de la musique. Donc voilà, famille de musiciens, donc musicien moi-même, mais bon, musicien moi-même, médiocre musicien. Bien que j'ai appris du piano et la batterie à l'époque, mais c'était pas mon truc. Ouais, t'as commencé par quoi la musique? Tu dis piano, j'allais te poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont attiré? Parce que bon, il y a un chemin entre le corps et la musique électronique. Si tu veux, ouais, non, attends. Là, moi, je faisais du piano, j'avais 5-6 ans, quoi, tu vois. Donc la musique électronique, c'était bien loin. Il y en avait pas à la maison, quoi. Mes parents, c'était classique, quoi. Donc il y avait pas de. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique hors classique quand j'avais 8-9 ans. C'était Michael Jackson, quoi. C'était genre l'ovni à la maison, quoi. Écouter du Michael Jackson, une famille classique, c'était genre impensable. Donc, ouais, mes premiers amours, c'est Michael Jackson, quoi. Du coup, je me suis mis à la danse, comme lui, quoi. Donc, j'étais un danseur avant d'être DJ. J'étais un break dancer. Mais bon, et donc, du coup, ouais, comment j'en suis venu à quoi? À être DJ ou comment la musique est arrivée dans ma vie? Comment la musique est arrivée dans ta vie? C'est pas qu'elle est arrivée, c'est qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Ouais. Mais un moment fort, c'est vraiment la house music. Ouais, la house music, tu sais, moi, j'ai entendu mes premiers morceaux de dance music, house music, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais je crois que j'avais 9 ans, c'était au top 50 à la télé. Il y avait que ça, en fait, ou la radio. Enfin, je veux dire, quand t'as 9 ans, t'es pas là en train d'écouter des trucs super underground de tes parents, parce que tu vois ce que je veux dire, qui ont des vinyles obscurs. Je veux dire, t'as 9 ans, tu regardes la télé, tu vois le top 50. Donc moi, j'ai vu, à l'époque, c'était Technotronic, Pom Pom de Jam. Ouais, bien sûr. Voilà. Énorme classique, quand même. Et French Kiss de Lil Louis. Voilà, c'était les deux tubes en 88-89. Donc j'avais 9-10 ans. C'est ça que j'ai vu à la télé. Et c'est ça qui m'a marqué. Vraiment. C'était ouf. Enfin, on n'a jamais, enfin, en France en tout cas, on n'avait jamais vraiment entendu ce genre de truc. Enfin, peut-être, mais moi j'avais 9-10 ans. C'était la première fois que je voyais ce genre de truc, quoi. Mais c'est jeune déjà, quand même. Enfin... Ouais. Non, mais, tu vois, et moi j'ai toujours été dans la dance music en général, le funk, le disco. T'as pas été influencé par la danse, du coup, à aller vers les courants hip-hop? Parce que c'était la pure année aussi. Ouais, mais pas du tout, quoi. Le hip-hop, c'est venu bien après. Ok. Dans les années 93, 94, j'ai eu ma petite période hip-hop parce que, en tant que danseur, c'était funk, mais je préférais le funk. Le hip-hop, ce qui me saoulait un peu, c'était tout
le texte qu'il y a derrière, quoi. On est des victimes de la société, compagnie, tu vois, ça m'a vite saoulé, quoi. Donc j'ai vite décroché, et de toute façon, j'étais déjà dans la house music ou la dance music en général, donc déjà déjà à 10 ans, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et t'étais seul à écouter ça, de la musique électronique à 10 ans, ou t'arrivais à faire partager à tes amis de... Non, mais parce que c'est jeune, 10 ans, au final. Ouais, alors déjà, au collège, ce genre de truc-là, c'est... dans mon collège, en tout cas, où moi j'étais, tout le monde écoutait du rock ou du reggae, et t'écoutais de la dance. Alors, je te parle de la dance en termes larges. Ça va de l'eurodance ultra commercial à la house, un peu New York, Chicago, anglaise, underground. Moi, j'étais un peu... tu vois, je me cherchais encore un peu, mais j'aimais tout, en fait. Mais t'écoutais de la house, c'était un massive loser dans le collège, quoi. Il fallait écouter du rock et il fallait écouter du reggae absolument, quoi. Tu vois, t'étais un kéké à côté, quoi. Ouais. Donc moi, j'étais le kéké du collège, j'écoutais de la dance, quoi, en gros, quoi. À 12-13 ans. Et après, il y a la French Touch aussi qui arrive en France, bien plus tard. Mais pour être sûr aussi d'avancer et parler de tes productions, parce que c'est là aussi où tu commences à produire. Effectivement, ouais. Et du coup, quand on écoute, c'est vrai que tes premières productions, on sent ce côté French Touch, mais est-ce que c'est un mouvement auquel tu t'identifiais à l'époque? Qu'est-ce qui représente pour toi aujourd'hui avec le recul? Qu'est-ce que t'en penses? C'est mes débuts déjà, pour commencer, ça c'est sûr. Parce que mes premières prods, en studio, c'est simple, j'avais que un sampler qui faisait séquenceur, mixeur, sampler. C'était une MPC 2000 de Akai, ça fait que sampler, séquenceur et mixeur vite fait. J'avais que ça. Donc le seul truc que tu pouvais faire, c'était de sampler des beats, house en général. On les volait à droite à gauche. Voilà, on n'avait pas le choix. De toute façon, j'avais pas de drum machine, j'avais rien d'autre. Et du coup, des samples de disco, c'est un peu de disco, de funk. Donc j'ai commencé à bricoler. En étant autodidacte, du coup, t'as appris tout seul. Complètement. Alors que tu venais d'une formation très classique au final. Ouais, carrément, quoi. J'ai acheté ça, je savais même pas vraiment ce que c'était, quoi. J'ai acheté ça parce qu'il est marqué à l'époque, c'était Music Production Center, un truc comme ça, dans les pages magazines d'équipement et tout. Et je savais pas vraiment ce que j'ai acheté, mais je l'ai acheté et j'ai fait mes premiers morceaux et du coup mes premières sorties juste avec ça, quoi. Il y avait un petit côté geek, j'imagine, à moi, utiliser des machines comme ça. Ouais, moi je suis un super geek. On peut le tuner avec le modulaire. Hein. Je crois qu'on va reparler de ce côté geek avec le modulaire. Ouais. Mais justement, alors, toujours pour avancer aussi après cette période, ton son il évolue au gré de la musique au final. Et là où je voulais aller en fait, c'est que on sent, dans ta musique, il n'y a pas une volonté d'être dans des cases et de respecter en tout cas quelque chose, respecter des codes pour être tendance ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au moment où la French Touch est un peu sur le déclin, une difficulté à trouver une identité sonore, une identité artistique, et aussi à trouver un son qui te définit? Ouais, alors, carrément. Déjà, ça m'a pris... ma première sortie, mon premier EP, je l'ai sorti en 98. On est en 2021. J'estime que j'ai enfin trouvé ma voie, mais après, bon, tu vois, on change tout le temps, il y a toujours des variants qui arrivent et tout. On fait, c'est la mode. Ouais, c'est la mode. Mais, je pense que, disons, les 5 dernières années ont été vraiment charnières dans ma carrière en termes de maturité. Parce que c'est vrai que, d'abord, j'ai fait de la French Touch, parce que j'aimais vraiment ça, hein. C'est pas parce que c'était la tendance, hein. C'était vraiment le son que je kiffais, parce que ça rejoignait la house que j'aimais, le funk, le disco que j'aimais. Donc, pour moi, il y avait tout, cette espèce d'ingrédient, tout en un. Donc, après, c'est vrai que quand c'est en déclin, c'est vrai que j'ai eu cette époque où je me rappelle clairement, c'est genre en 2003, où je vois ma discographie, une espèce de trou. J'ai pas sorti, j'ai dû sortir 1 ou 2 EP, ce qui était vraiment pas beaucoup à l'époque, à cette année, quoi. Parce que je savais plus quoi faire, quoi. J'étais perdu. T'avais pas envie de tourner en rond ou t'avais envie de découvrir autre chose? Non, je cherchais la suite, quoi. Je cherchais quoi faire d'autre, parce que ça me saoulait. Je voulais pas faire de la French Touch ma vie, quoi. Je veux dire, sinon j'aurais pas la carrière que j'ai maintenant, quoi. Ouais, tu sentais que tu tournais en rond, quoi. Ah ouais, carrément, quoi. Puis je m'emmerdais, et puis tu sais, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis donc j'ai mis un temps fou à trouver une espèce de nouveau rythme en termes de créativité et de rythme de sortie aussi, parce que l'air de rien, la musique ça paye pas trop, les dates ça payait plus, donc c'était booké en fonction de tes sorties, donc il y avait une espèce de vide où je me suis cherché pendant quand même un petit moment quand même. Est-ce que tu as pu découvrir des nouvelles techniques? Est-ce que tu as pu améliorer ton côté artistique pendant cette période ou
tu sais, ça dure aussi longtemps, ou peut-être juste un creux et tu sais pas quoi faire. Petit à petit, mon studio, il s'est un peu agrandi quand même, donc j'ai un peu affiné mais je savais pas vraiment, je savais pas ce que je faisais en fait. J'achetais des synthés, mais sans vraiment connaître comment marche un synthé, la synthèse de base, tu vois, les boutons, le filtre, les enveloppes, les trucs de base d'un synthé. Je trifouillais, mais je savais pas vraiment ce que je faisais vraiment quoi. C'était vraiment au pif, pareil pour les mixer les tracks et tout. C'était vraiment à l'instinct. C'était vraiment, d'ailleurs, ça sonne vraiment à l'instinct, là. Quand je les réécoute, des fois, je suis, oh là là là, putain, puis les gens, ils étaient, à l'époque, ils me disaient, oh, t'as un son de ouf et tout. Je dis, oh là, c'est pas possible, c'est une horreur. Mais bon, c'est comme ça, tu te cherches, quoi. Je me suis cherché pendant vraiment longtemps, en tant que techniquement parlant, et artistiquement parlant, mais je pense que les artistes, c'est tout le temps comme ça. Le vrai artiste, il est tout le temps en train de... Ouais, parce que aujourd'hui, tu t'es trouvé dans un nouveau style, mais est-ce que demain, tu feras pas autre chose? C'est sûr que demain, c'est sûr que ça va bifurquer sur un autre truc, c'est évident. Mais ce sera toujours dans une espèce de continuité logique. D'une évolution, quoi. Ouais, c'est une évolution, mais au moins ça a une espèce de logique et un chemin qui est quand même tracé, même si toi c'est pas genre je vais là, puis d'un coup le lendemain je fais ça, puis ça se recroise, c'est un peu chaotique, quoi. C'était un peu le début de ma carrière, c'est un peu chaotique, j'allais dans tous les sens, parce que j'aimais tellement plein de trucs. Après, je pense qu'il faut essayer aussi, faut essayer pour trouver dans quoi t'es bon et ce qui ressort bien. Hein, ouais, mais après j'ai compris ce que les gens aimaient vraiment de moi. Et donc, je me suis... I stick to it. Je sais pas comment on dit en français, mais comment tu dis en français? I stick to it. Tu t'es attaché à ça, en tout cas. Ouais, voilà. Je me suis... voilà, je bloque là-dessus. Voilà, bon, pour l'instant. Justement, par rapport à tous ces chemins, ces difficultés, je sais pas si on peut le dire, que tu as pu avoir, t'as des regrets sur des choix que tu as pu faire Oh là là. Une liste longue comme ça de regrets. Allez, un principal peut-être. Mais qui t'ont fait évoluer, qui m'ont fait évoluer et que des fois qui m'ont freiné aussi pour plein de X, Y raisons. Je sais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours fait tout à l'instinct. J'avais pas de management qui me disait de faire ci, faire ça, ou c'est mieux, fais pas ça, genre de truc. J'ai toujours fait vraiment à l'instinct. Et du coup, j'ai fait des erreurs dans ma carrière que j'aurais pas dû faire, qui m'ont coûté cher. Puis des fois, j'ai fait des trucs, mais le timing était parfait, c'était pas prévu, et ça a fait que boum, ça, tu vois, mais la carrière, c'était un escalier, mais dans tous les sens, quoi. C'est vraiment pas genre un truc, une belle ligne droite, super propre, tu vois. C'est wow. Puis bon, là, ça va, là, c'est bon. C'était ton choix de pas prendre de manager pour entourer ta carrière, ou tu voulais vraiment C'est-à-dire que c'est une côté du business que je connaissais pas. Ok. Et qui arrive vraiment uniquement dans ta carrière en général quand tu commences à être vraiment connu et que les gens te repèrent et veulent travailler avec toi. Parce que là, quand tu es un peu en débutant, en général, les managers rarement vont venir vers toi parce qu'ils te connaissent pas. C'est un travail de fou, travailler un artiste from scratch depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Donc, et quand il commençait à y avoir du management, il y a eu de l'évolution, parfois dans le bon sens, parfois pas dans le bon sens, parce que les managements, voilà, ils ont leur vision. Ouais, qui est souvent celle de l'artiste. Moi, j'en avais une autre, et des fois, tu les écoutes, et bon, ça marche pas, et voilà. Mais après, il y a un choix que tu fais en 2004, hein, si je ne me trompe pas ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu déménages à Amsterdam, de Paris à Amsterdam. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça change pour un artiste comme toi de déménager, de quitter la France? Ça a été le jour et la nuit, ça a été une de mes plus belles décisions de toute ma vie. Ça a été de déménager à Amsterdam. Ouais. Parce que en 2004, voilà, c'est cette époque-là. En 2003, je savais plus trop ce que je voulais faire en tant qu'artiste. Enfin, je savais que je voulais faire ça, mais j'arrivais pas à trouver une espèce de porte de sortie pour décoller vraiment. Il fallait que je bouge de la France, qu'il se passait rien pour moi en France, quoi. Ouais, j'avais pas de date. Toutes mes dates, elles étaient à l'époque aux Pays-Bas. Donc je dis bon, écoute. Autant aller là-bas. Et puis voilà quoi. Donc j'ai tout revendu, ma voiture. J'ai tout lâché quoi. Vraiment, je suis arrivé là-bas avec genre 4 000 € en poche et c'est tout quoi. Même pas de matos, t'avais emmené ton Si, j'avais mon petit matos que j'avais revendu pas mal de trucs en plus, mais j'avais toujours mon sampler de mes tout débuts, 2-3 synthés, des boîtes à rythme, enfin toujours pas d'ordinateur. Je tiens à préciser quand même que j'avais toujours pas d'ordinateur pour faire de la musique.
C'est venu bien plus loin que j'ai intégré l'ordinateur dans ma façon de travailler, quoi. Bien plus loin. Donc voilà, j'ai lâché la France en 2004. Je suis arrivé à Amsterdam avec un contact, voilà, celui qui me bouquait tout le temps, un pote à moi. Et puis à partir de là, c'est là que je me suis réveillé. Ça a tout débloqué. Hein? Ça a tout débloqué. Ça a tout débloqué. Mais c'est exactement ça. Ça a tout débloqué, le fait d'être dans une ville et un pays où ça respire. Ouais, je crois qu'on va la refaire parce qu'il y a une moto qui a... Ah, il y a la moto. Donc du coup, ouais, ça a vraiment débloqué un truc. Ça, c'était obligé. Hein. Allez, Acteur Studio. Et donc, du coup, ça a vraiment débloqué un truc pour toi, d'aller à Amsterdam. Ouais. On rigole, mais bon, du coup, ça a vraiment débloqué pour moi. Effectivement, c'est ma chaîne qui frotte. Oui, déménager à Amsterdam, ça a tout débloqué dans ma carrière parce que c'est un pays qui respire la musique électronique. Tu vois, il y en a de partout et donc je suis arrivé dans une espèce d'environnement où tous les week-ends je pouvais sortir. J'habitais dans le centre, je pouvais aller dans des clubs et en fait on me bookait aussi déjà alors que j'étais pas non plus une superstar, mais du coup j'étais un peu l'ovni, le Frenchie qui arrive à Amsterdam. Et donc j'avais des dates d'entrée de jeu, donc tu vois, je suis arrivé avec mes 4 000 € en poche, en stressant. Mon loyer il coûtait genre 1 000 €. Pour moi c'était un truc de ouf, quoi. J'arrivais de loyer français à 450 €, le petit studio, à un truc à Amsterdam à 1 000 €. Je fais oh là là, c'est 2 fois plus cher. Comment je vais faire? Dans 3 mois j'ai plus de thunes. Et au final, tout s'est déboulé rapidement. Une espèce de boule de neige, ça a vraiment été un truc charnière dans ma carrière, c'est de déménager à Amsterdam, quoi. Et presque 20 ans plus tard, t'en es là, au modulaire. Oui, voilà. Ouh là là. On va en parler juste après. Moi, je fais un grand bond, mais... Ouais, t'es fait un... J'ai vraiment envie qu'on parle du modulaire, c'est pour ça. Mais avant ça, justement, je vous propose notre portrait. On aime bien, voilà, dans Meet and Greet aussi, faire des portraits d'artistes pour vous présenter un peu les talents de demain. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller en studio avec Nezy. C'est un jeune artiste de Roanne qui, ma foi, a un son qui est bien propre à lui. Il développe quelque chose d'intéressant et on a voulu vous faire découvrir ça. On le découvre tout de suite en studio, donc Nezy dans notre portrait. Nezy, du coup, c'est un truc que j'ai lancé quand j'avais 12 ans. Ça part de mon père en globalité, parce qu'en fait, il était très musique électronique à mon âge. Et en fait, il m'a un peu transmis ça quand j'avais 3-4 ans. Des classiques comme Daft Punk, Rolling et Scratching. Puis après, il y a eu l'époque de la Big Room, du coup, où j'ai découvert encore plus la musique électronique en téléchargeant FL Studio, du coup, mon logiciel de production. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à faire des musiques plus professionnelles de jour en jour. Puis après, par mes rencontres, notamment avec d'autres artistes, je pense à Copex. Puis récemment, du coup, avec mon manager Ludovic Rambaud qui m'accompagne. La première fois que je suis arrivé dans cette pièce, bon, déjà, voilà, on est dans sa chambre, hein, donc... j'ai été un peu impressionné parce qu'il n'y avait pas ces enceintes. C'était des toutes petites enceintes, c'était celles-ci, là, les noires. Il n'y avait que ça, il y avait une vieille tour. Et en fait, il réussissait à faire des morceaux très riches en maturité, en texture, avec un rendu, un mix qui était totalement solide, quoi. Mais c'est vrai que c'est passionnant de voir comment il travaille parce que arriver à écouter ce qui sort avec ce matériel-là, franchement, je tire tout mon chapeau. Souvent, soit je commence par piano ou par guitare. Donc là, du coup, j'ai décidé de commencer par la guitare. Donc j'ai souvent Guitar Rig, qui est un émulateur du coup de guitare, vu que j'ai pas d'ampli de micro pour enregistrer. Donc après, je prends des presets que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai écouté par exemple que celui-là était un petit peu trop en retard. Du coup, boum, j'avance. Et après, en fait, je fais ça pour chaque fin, du coup. On dirait les Red Hot Chili Peppers qui reviennent. Vu que ça fait 10 ans que je suis dans ma chambre, tous les jours, je pense à quand je vais sortir et quand je vais pouvoir faire écouter ma musique à un maximum de personnes. Et je pense que c'est plus intéressant pour moi et mon profil est plus adapté à jouer de la guitare, en fait, montrer vraiment que mon côté instrumentaliste, plutôt qu'un DJ set où
je serais un peu limité en fait dans ma créativité en soi. Je te ferai écouter ce soir, j'ai trouvé... Je te dis, vu que je pense beaucoup au deuxième album en ce moment, je pense que j'ai déjà trouvé l'intro, genre la mélodie. Cool. Je sais que ça colle. Je compte déjà l'enregistrer, je sais comment je vais l'enregistrer. Je pense que en ce moment, j'accorde beaucoup d'importance au son de l'environnement. En fait, je trouve que ça se ressent beaucoup et je pense que je vais l'enregistrer dehors, en fait, et ça va vraiment changer les choses, je pense. Et franchement, Lucas, il a ce petit truc de instantanément de pouvoir composer des petites mélodies qui sont simples, mais qui dégagent quelque chose. En fait, il y a un affect en fait sur ces mélodies, je trouve. Il a cette capacité à faire rentrer dans son univers. C'est pour ça que l'album et puis là le prochain EP, on est vraiment sur un registre chill, lo-fi, un peu, tu vois, romantique, un peu genre musique d'hiver, quoi. Musique un peu d'amoureux, quoi, de lover. Ça doit être l'âge. Je pense que c'est pour ça. En gros, ouais, pour moi le plus important c'est du coup les mélodies, en fait les accords, c'est ce qui définit toute l'atmosphère du morceau. Et à partir de là on commence à construire, ajouter des basses pour ajouter de la profondeur, ajouter une rythmique. Là tu pars sur quel genre de rythmique là du coup? Là plutôt posé, en fait souvent je les chante dans ma tête, ouais. Ou quand je suis tout seul je les fais en beatbox. Ça serait ouais, posé quoi. Un truc comme ça, quoi. Ouais. T'as jamais enregistré ta voix pour le beatbox? Ah si, ça t'est arrivé une fois. Et une fois, il me dit, t'as pas écouté, il y a ma voix tout le long du morceau. Et en fait, on sait pas, enfin, il m'a toujours pas dit. Bon, en fait, souvent, quand je regarde des vidéos ou que j'écoute d'autres artistes et tout parler de leur production, j'ai l'impression que la plupart, en fait, construisent l'idée générale en premier et passent en fait au mix à la fin. Alors que moi, en fait, chaque élément que j'ajoute au fur et à mesure, directement, je procède au mix, j'ajoute des effets pour qu'ils s'incorporent mieux. Parce que sinon, j'arrive pas à me projeter, en fait, dans le résultat final, comme certains arrivent à le faire, en fait. Après, on peut commencer à ajouter des drums. C'est beaucoup d'écoute aussi, hein. Après, pour encore élargir le spectre, souvent j'ajoute des éléments de fond. En fait, ils s'écoutent pas forcément, mais par exemple, des bruits. Souvent, j'utilise des bruits d'anciennes cassettes, de vinyle ou de la nature, les oiseaux, le vent. Et je mets vraiment très bas dans le mix, mais en fait, quand on l'enlève, enfin, ceux qui écoutent la musique s'en rendent pas forcément compte, mais si on enlève ça, vraiment, ça enlève vraiment quelque chose au tout, au spectre. Ouais. Du coup, si on n'écoute plus tout depuis le début, on a déjà du coup le début de notre morceau. Et après, on enchaîne comme ça, en fait. Et après, genre, tu rejoues une petite guitare électrique à la fin pour conclure? Pourquoi pas? En impro? En impro? Ouh. On a mis 31 minutes. Voilà. Bravo. On est de retour du coup au coin du cube avec toi Sébastien Léger pour parler modulaire. Là ce coup-ci on rentre dans les choses sérieuses. Est-ce que tu peux, tu commences en tout cas une tournée avec ton live modulaire. Et avant que tu nous expliques toute cette tournée, est-ce que tu peux expliquer juste simplement qu'est-ce que c'est le modulaire, voilà, simplement si c'est possible?
Le modulaire, c'est un synthétiseur que tu peux customiser. Tu rigoles, mais tu peux customiser. T'achètes des modules en fait. Donc t'as des filtres, t'as des oscillateurs, t'as des enveloppes, t'as des effets, t'as un peu tout ce que tu veux. Et du coup, tu mets ça dans une boîte et tu construis ton propre synthétiseur en fait, celui de tes rêves si tu veux ou voilà. Donc du coup, tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux créer un truc super complexe, un truc super simple. Et ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est assez simple en fait, une fois que tu as compris l'architecture. Et tu relis donc avec des câbles de patch d'un truc à un autre pour que ça fonctionne. Sinon, s'il n'y a pas de câble, il n'y a pas de son, quoi. À quel moment tu as voulu te lancer dans le modulaire? Parce qu'entre se lancer dans le modulaire et où t'en es aujourd'hui avec un synthé qui est conséquent, on va dire, il y a quand même une vague d'apprentissage qui est énorme, quoi. Ouais. Alors, c'est un peu... en fait, il y a une marque allemande qui s'appelle Doepfer, qui est un peu... C'est le créateur, en fait, pas du modulaire, parce que c'est été créé dans les années 60, mais c'est le créateur qui a fait un format plus réduit, en fait. Les modules sont beaucoup plus petits, que les anciens sont un peu comme ça, les nouveaux sont un peu comme ça. Donc, c'est lui qui a créé ça. Et du coup, j'avais vu ça, ce truc modulaire, il y a 10 ans, quoi. Et ça avait l'air tellement, mais tu vois, un truc d'ingénieur en... Ouais, on me fait tout le temps la blague, ingénieur aérospatial, ou les téléphones à l'ancienne où tu patchais, ça avait vraiment l'air... Ouais, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. En plus, c'est gigantesque et tout. Donc, j'avais vu ce truc-là, mais ça m'avait pas accroché du tout, parce que ça avait l'air trop compliqué. Et je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans, où petit à petit, bizarrement, sur mon Instagram, ma timeline, donc j'y avais de plus en plus de photos, de trucs modulaires. Je sais pas pourquoi, peut-être un algorithme un peu bizarre qui t'a cerné, du modulaire. Et donc je voyais ça et ça m'a vraiment, du coup, je trouvais que ça avait vraiment l'air, déjà physiquement, tu vois, visuellement, le truc m'a vraiment attrapé. Ça avait vraiment l'air cool. Donc je me suis renseigné petit à petit. Et pareil que comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais acheté ma première machine, mon premier sampleur. Je savais pas trop ce que j'achetais. Un coup, je suis arrivé, j'étais dans une tournée aux États-Unis. Je suis arrivé dans un magasin qui s'appelle Perfect Circuit Audio, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et j'ai claqué $4,000 dans un boîtier avec des modules. J'étais là dans le magasin, je veux ça. Et ils m'ont fait un boîtier un peu customs pour moi. Et après, j'ai commencé sans rien vraiment savoir, quoi. J'étais dans ma chambre d'hôtel à plugger les trucs au pif. Je comprenais pas, ça marche pas, qu'est-ce que c'est, tout ça. Bref, mais au bout d'un moment, j'ai compris tu sais, il y a un petit coup à prendre quand même. Ouais. Et puis une fois que t'es lancé dedans, alors après c'est la drogue dure. C'est ce que j'allais dire, parce qu'au final après tu t'arrêtes jamais, tu veux toujours d'autres enveloppes, des LFO. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et tu retournes au magasin pour avoir toujours plus. Exactement. C'est pour ça que maintenant j'ai un truc gigantesque qui fait 3 mètres sur 2, que c'est inutile, quoi. Techniquement parlant, jamais tu utiliseras tout en même temps. Mais moi là, pour le coup, j'ai un panel incroyable que je peux faire vraiment ce que je veux au moment que je veux. Donc voilà, c'est une drogue dure, hein. Commencez pas le modulaire, c'est horrible. Mais du coup, quand t'es en live, comment ça marche de gérer cette grande machine avec tous les instruments, tous les sons? Ouais, non, alors du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux faire une boîte à rythme si tu veux, tu peux faire un synthé de base, tu peux faire un truc qui fait que du bruit, si c'est ce que t'aimes. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai vraiment fait une dissociation entre mon modulaire à la maison, qui est vraiment un modulaire studio où j'expérimente, je me permets de câbler machin pendant des heures, à faire des boucles qui tournent pendant 15 heures, mais c'est pas grave. Et le setup que j'ai là, du coup, pour le live, que j'ai vraiment pris un temps fou pour le faire, et c'est vraiment pour la performance. Voilà, c'est vraiment fait pour la performance. Et pas trop compliqué les aéroports en arrivant avec du matos modulaire quand même? Alors en fait, tu sais quand j'ai fait la première date qu'on a fait, enfin c'était pas vraiment une date, c'est la vidéo avec Cercle aux Pyramides. Là j'avais les modulaires avec moi en cabine. Ok. Ouais, tu veux pas que ça disparaisse. Non, je voulais pas que ça aille en soude, quoi que ce soit, parce que le boîtier que j'ai, c'est pas vraiment un boîtier fait pour être trimballé et tu vois comme une valise, quoi. C'est vraiment un truc, tu poses, tu l'as avec toi, tu fais attention. Donc là, c'était vraiment compliqué, effectivement, parce que là, quand tous les mecs qui voient ça, tout le truc, ça ressemble à une bombe. Techniquement, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et moi, je suis parti avec du Portugal, ça allait. Puis quand on arrive en Égypte, où là, les mecs,
Il me demande des numéros de série, serial number. Je dis, oh là là, numéro de série. Qu'est-ce que je te dis, c'est un truc fait, c'est impossible, quoi. What is it, paper, machin, what is this? C'est un instrument de musique. Ah, non, cauchemar à la douane égyptienne. On a mis 1 heure pour se dépatouiller de tout ça. Donc là, maintenant, on envoie dans les flycases, le flycase dans le flycase qui part en soute, quoi. Enfin, même qui part même pas avec moi, qui part en truc spécialisé. Enfin, c'est un peu compliqué, mais Ouais, c'est une grosse logistique, quoi. ouais, c'est une logistique assez pénible d'ailleurs. C'est très cher et pénible. Justement, par rapport à ce live de Cercle, là, qui est en train de faire des millions de vues, est-ce que t'as un truc à nous raconter? Peut-être une petite tuile qui serait arrivée, ou un gros coup de ouais. stress, hein. Non, mais ouais, non, mais L'envers déjà. des décors. Déjà le stress, c'était un truc de mal pour moi. Là, pendant 6 mois avant la date, j'étais déjà stressé, quoi. J'en dormais pas la nuit vraiment, hein, parce que tu sais, tu sais que c'est en live. Cercle, ils font jamais de trucs préenregistrés. Et toi, c'est vraiment en live, quoi. C'est en direct. T'as droit qu'une seule chance. Si ça marche pas, ça marche pas. S'il y a un truc qui foire, c'est filmé devant tout le monde, devant, tu vois, des milliers de personnes. Et après, tu vois, tu peux pas te planter, quoi. Donc, Et c'est gardé en plus. C'est gardé, donc tu vois, Ça reste en ligne. c'était un stress, mais t'as même pas aidé le truc de malade que c'était. Et du coup, on arrive au jour J, on devait commencer à 16h pour avoir le coucher de soleil derrière et compagnie. Donc c'était vachement important d'être à l'heure. 16h, on lance le live, j'appuie sur play, boum, ça se lance. Et genre 1 minute 30, 2 minutes après que j'ai commencé, les mecs ils stop. Je fais, qu'est-ce que c'est ce délire? Il n'y a pas de réseau, on n'a pas de réseau. Je fais, arrêtez, il n'y a pas de réseau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle était dans le désert. Oh là là, il n'y a pas de réseau. C'est un truc qui se fasse sur Internet, les gars. Comment ça se fait, quoi? Mais en fait, il s'est passé qu'en fait, près des pyramides, il y a l'armée, il y a une espèce de camp de l'armée, enfin, je sais pas, qui brouille les ondes. Ok. Donc, Ah ouais. et ouais, donc ça on savait pas, quoi. Et donc on était vraiment à cet endroit-là où ça a vraiment jammé tout le système. Et donc tout le monde a dû éteindre leur téléphone portable. Ils ont dû tout reboot genre 10 fois. Et on a recommencé donc du coup avec un quart d'heure de retard. Ce qui n'était pas une mauvaise chose au final parce que le coucher de soleil était encore mieux du coup. Mais du coup là voilà, on a commencé avec un quart d'heure de retard parce que le premier lancement a foiré, quoi. Il y avait pas de... Et le lieu, il est quand même magique. Après, t'as pas de public. Est-ce que ça joue un petit peu? C'était bien qu'il n'y ait pas de public en fait. Ouais, c'était bien. T'étais bercé dans ton univers. Non, mais honnêtement, Parce que le lieu, il devait être ouf à vivre. Ouais, non, mais en fait, je l'ai même pas vu le lieu. J'étais tellement dans mon truc. Là, j'étais dans mon studio à la maison. Ouais, t'étais dans un fond vert. Ah ouais, mais là, vraiment, j'ai même pas réalisé la pyramide qui est en face de toi, qui est gigantesque. Je sais pas si tu l'as déjà vu en vrai, mais tu te rends pas compte, en fait, comment c'est grand, le truc, quoi. Et je les ai pas vus, quoi. Vraiment, quoi. Tout le long, j'étais tellement dans mon truc, à être concentré et tout, et mon stress, il est parti, mais au bout d'1 minute, en fait, c'était bizarre, quoi. J'étais lancé, quoi. Ouais, t'étais parti dans ta bulle et... Ouais. C'est que quand ça a été fini que, waouh, oh, la délivrance, quoi. Qu'est-ce que ça fait finalement de passer de 20 ans de DJing platine à un live modulaire? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà. Comment tu le ressens en fait, tout simplement? Alors pour être honnête, au début j'étais pas vraiment chaud pour pour faire ça. Ça me paraissait tellement la galère. C'est la galère de toute façon. Les gens se rendent pas compte. C'est une galère. Trimballer tout ça, les photos. Parce que moi en fait mon live, c'est pas que moi avec le modulaire. Quand je pars en live, en fait on a toute la production autour. Il y a toute la décoration. Tout le setup en fait que tu vois, ça fait partie du live. C'est pas juste moi qui me pointe avec mes machines, on branche et c'est parti, quoi. Il y a tout un truc en plus que les gens savaient pas, mais en fait c'est ça mon live. Donc il y a ça, tu es obligé de venir des heures et des heures avant la date pour faire un soundcheck, pour tout installer, pour vérifier que tout marche bien et tout. Ah non, mais tu passes de la clé USB, t'arrives à 5 minutes avant ton set, tu joues et tu pars, à des journées de 15 heures, quoi. Et là c'est plus la même chose, quoi. Avec en plus le risque. Donc au début, j'étais pas super chaud, quoi. À cause de ça, principalement. Puis tout le travail derrière. Le fait que tu joues que ta musique, tu vois. DJ, tu joues ce que tu veux, quand tu veux. Le suivant, là, t'as une playlist qui est fixe. Parce que tu joues que ta musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu vas avoir un groupe en live, ils vont jouer que leur track, que tous leurs morceaux, et puis les uns après les autres, c'est prévu comme ça. Bah là, c'est pareil, tu joues que ta musique, prévu dans ce ordre-là. Donc j'étais là en train de me dire, putain, je vais me faire chier au bout de 2 fois, je vais le jouer 2 fois, puis je vais là, putain, si je pouvais changer un peu les morceaux, d'ailleurs, je peux le faire, mais c'est du travail en amont, tu vois, c'est bien plus
plus de taf, quoi. Plus technique, ouais. Alors du coup, est-ce que dans l'autre sens, ce côté positif, ça te permet d'avoir une esthétique sonore bien distincte et aussi, toi, de t'amuser plus et de démarquer ta musique? Déjà, en tant qu'artiste, c'est là que tu passes de DJ à artiste, tu vois. C'est un peu plus stylé quand même quand tu arrives sur scène avec un boîtier modulaire, quand même. C'est ça, quoi. Même en tant que festivalier, Exactement. Ça a de la gueule, en fait, clairement. Ouais. Et puis, là, tu joues vraiment ta musique et les gens qui viennent vraiment pour ce truc, c'est pas le même genre de public que le club. Tu sais, dans les clubs, les gens viennent des fois, ils savent même pas qui joue, quoi. Ils sont là parce que c'est le club, c'est l'habitude ou machin, ou ils découvrent. Là, c'est vraiment, j'ai vu, la première qu'on a fait à Amsterdam, le public était vraiment réceptif et connaissait tous les morceaux, en fait. Tu vois, j'avais vraiment affaire à des fans qui connaissent et qui viennent vraiment pour un truc bien spécifique. Ouais, ton projet artistique. Mon projet artistique. Et donc, à ce niveau-là, c'est plus gratifiant qu'un simple DJ, quoi. DJ set, bon, ça fait 26 ans que je fais ça. Bon, puis de nos jours, c'est tellement facile qu'il n'y a pas vraiment de... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, ce que je fais là, c'est quand même bien plus compliqué, quoi. Mais justement, tu vois, on parle de DJ. On s'est posé la question, on aime bien dans Meet and Greet, on a un micro-trottoir, ça s'appelle le Cube à l'air. Et on aime bien aller voir les gens pour leur poser des questions justement sur la musique électronique, voir ce qu'ils en pensent, voir ce qu'ils en savent. Et là, cette fois-ci, on a envoyé Jérémy dans les rues de Lyon pour parler avec les patients du métier, les passants du métier de DJ, savoir pour eux c'est quoi un DJ, qu'est-ce que ça leur évoque, qu'est-ce qui fait qu'un DJ est bon ou au contraire est-ce qu'il est mauvais. Et voilà, c'est Jérémy dans le Cube à l'air, je vous laisse découvrir ça. Mais ils sont là! Bienvenue à tous pour une nouvelle édition du Cube à l'air. Aujourd'hui, on se retrouve sur les quais du Rhône. On est curieux de savoir un petit peu ce que vous pensez d'un DJ. Qu'est-ce que c'est qu'un DJ, un disque jockey, un platiniste? Venez avec moi, on va aller vous poser la question. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La petite question, elle est simple. Pour vous, c'est quoi un DJ? C'est quelqu'un qui va choisir les musiques que l'on va écouter. Ah, c'est un disque jockey, ça je sais. Pour moi, alors la définition, c'est un disque jockey, déjà. Platiniste. Un platiniste. C'est la version française. Un disque jockey, mais genre ça peut être autant une personne qui enchaîne des musiques après ou qui peut faire des compositions. Les deux, donc pour toi ça peut être compositeur et aussi juste DJ. Ouais. Bon, aujourd'hui je suis avec la NASA, du coup, c'est ça? Ouais. Travailler avec eux? Ouais, je suis astronaute. Ah, ça c'est bon, ça, les astronautes. La tête dans les étoiles, toujours. Quand on vous dit DJ, ça vous évoque quoi? Vous pensez à quoi? Les grosses soirées, de l'électro ou du hip-hop de l'autre côté, ouais. Je sais pas, hip-hop et électro, je dirais. Le premier truc qui me vient en tête, c'est surtout techno, house, et puis les DJ jockeys quoi. De l'année 80, ça. Oula, pas grand-chose. Je sais pas, genre musique électronique, je sais pas, à la fête. Ouais, j'aurais dit à peu près pareil, je pense. Autant le temps d'une soirée que sur le long terme, des productions. Voilà. Beaucoup de musique, après, beaucoup de sortes de musiques différentes. Moi, je pense à boîte de nuit ou au teuf, carrément, même. Grosse teuf. Calage, maintenant, on dit calage. Un petit calage. On dit plus teuf, on dit calage, maintenant. Aux soirées. Ouais. Moi, c'est le premier mot qui me vient. Ouais, c'est ça. Grosse soirée, un mec devant plein de gens qui mixent des morceaux de lui ou pas forcément de lui. Ou une fille, oui. Ouais. Oui. Et des très bonnes DJs. Oui, c'est vrai, oui. Nightclub, fête, Ibiza. Ibiza, Miami. C'est là où j'en ai vu le plus. Et alors, du coup, si je vous dis DJ, ça vous fait penser à quoi, vous? C'est quoi les mots-clés qui viennent avec? Festivité, alcool. C'est quoi alors, du coup, pour vous, un bon DJ? Un bon DJ, c'est quelqu'un qui va faire tenir les gens tout au bout de la nuit. Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui arrive à ambiancer en trouvant le bon mood de la soirée, en enchaînant les bons sons au bon moment. Et un bon DJ, ça serait quelqu'un qui fait de la création aussi, juste qui reprend pas juste des samples qui existent. Donc pouvoir créer des nouvelles choses avec des samples et mélanger des samples pour faire fabriquer des choses nouvelles avec des choses anciennes. Je dirais que c'est ça, c'est ça que j'aime bien moi. Donc pour vous, DJ, ça va de pair avec producteur, compositeur, c'est ça? Ouais, plutôt. C'est ce que moi j'apprécie plus. Après, DJ, juste un mec qui balance des playlists, pour moi, c'est pas un DJ du coup, c'est juste un mec qui balance des playlists. Après, oui, ça s'appelle DJ aussi, c'est juste, c'est pas ma définition, je préfère vraiment les mecs qui font de la création ou même l'art du scratch et compagnie. Voilà, là, faut du skills pour faire ces trucs-là où vraiment faut bosser à fond, alors que je pense que des fois, n'importe qui,
peut se prétendre DJ si c'est juste mettre des playlists. Après, il y en a qui sont plus ou moins doués pour le faire. C'est bien qu'il y ait des gens pour le faire, mais c'est pas... Oui, c'est pas... On n'est plus dans la création, donc c'est pas vraiment des musiciens. C'est quelqu'un qui sait ambiancer la foule et qui n'est pas juste derrière ses platines, qui sait aussi voilà, faire vibrer les gens. Et est-ce qu'il y a une qualité qui te vient en tête, un truc qui est immanquable? Une qualité, t'en as une, toi? Déjà, c'est la transition. Ok. Oui. Les transitions entre les morceaux. Ça sent la mauvaise expérience. On y vient juste après. Ok. Non, ouais, les transitions et bon DJ, non, ouais. L'enchaînement des musiques, quoi. Ouais, voilà, son style même, son style. Donc ça compte le style, le physique, Ouais. tout ça. Ah, le style, non, moi j'entends. Le style musical? Oui, musical, voilà, c'est ça. Ah là là. Qu'est-ce que j'en dis de la merde? Un bon DJ, c'est quelqu'un qui sait mettre une ambiance, qui sait réadapter des titres, qui sait mixer, qui fait qu'on a l'impression de jamais avoir entendu le morceau alors que c'est un morceau connu. Donc il y a une forme de créativité, il est capable de capter l'ambiance qui fait que les gens ils vont danser, etc. Donc je pense qu'il a plein d'antennes et puis il a un vrai talent créatif. C'est ça un bon DJ. Alors moi c'est que ça dure dans le temps, dans la soirée. C'est que j'ai envie de danser jusqu'à très très tard. Ouais, genre une bonne progression, des petites surprises et tout, et, des bonnes transitions. Et surtout un bon système son. Genre un bon système son, enfin genre ça fait vraiment la diff. Quelqu'un qui connaît beaucoup de musiques différentes et qui peut faire une animation dans n'importe quelle soirée, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ouais, qui est en accord avec ce que les gens demandent, en fonction du public. Qui sait écouter son public. Voilà, qui sait écouter son public. Qu'il ambiance tout le monde, hein. Voilà, que ça plaise à tout le monde surtout, que ce soit universel en quelque sorte, voilà. Et alors ce serait quoi un mauvais DJ? Ouais, s'il faisait des trucs comme les forains un peu. C'est parti, let's go, c'est ça. Un mec qui a une playlist Spotify, qui a du son qui n'est pas forcément de haute qualité, qui balance ça un peu en mode random et qui fait semblant de toucher à tous les boutons pour qu'il ait l'air de faire quelque chose alors qu'il balance juste des playlists. Ah, le DJ qui surjoue et qui blinde d'effets. Moi je dirais à peu près pareil, je pense pas que ce soit trop, que ce soit bien maîtrisé. Je pense que le DJ s'il sait ce qu'il fait et qu'il a confiance en sa musique, ça se passe bien. Franchement, mauvaise transition ou alors ou tu sais ceux qui prennent un peu trop la parole pendant qu'ils mixent. Qui parlent trop ou attends, il y a quoi qui coupe sinon au milieu des musiques, tu sais genre. Ouais. Celui qui sait pas s'adapter, qui va jouer sa propre musique et qui va pas réussir à plaire au plus grand nombre parce que parfois on peut être au mauvais endroit et pas aimer le son. Pourtant la majorité aime, donc ça pour moi c'est fatal quoi. Meet and Greet 11 avec Sébastien Léger, partie 3. Allez, feu. C'est bien ce clap quand même, je trouve. Du coup, Sébastien, de retour au coin du cube pour cette dernière partie. Ce coup-ci, attention, ça se passe bien. Vous avez pas mis des apéricubes là, je sais pas. Non, mais non, et pourtant c'est l'heure de l'apéro, mais écoute, pour les prochaines, on va noter ça. Bon, plus sérieusement, mais on aurait pu prendre les apéricubes. En plus, là, on a une petite discussion d'apéro. On va parler un peu de la scène électro et de tout ce qui s'y passe, parce que je sais que t'as des avis et j'ai envie que tu me les partages. Mais avant ça, j'ai envie de revenir sur une interview que tu as fait avec nos confrères de Guet-Apens, qui date de 2018. C'est une interview dans laquelle vous parlez du fait que tu es assez rarement booké en France à ce moment-là. Et là, tu dis, je te cite, qu'en France, les gens ne savent pas vraiment ce que je fais. Tu dis qu'il y a de vieilles productions à toi qui te collent à la peau. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué? Ouais, là, ça a évolué quand même. Ouais. Ça a mis du temps. En fait... je vais rappeler les faits en fait. Ouais, ça date de 2005, 2006 dans ces eaux-là. J'ai fait des morceaux qui ont vraiment bien marché en France, qui s'appelaient Aqualight et Take Your Pills. Et moi, je les ai fait encore, comme je disais tout à l'heure, complètement spontanément, complètement à l'arrache, sans penser à rien. C'était vraiment avant le mouvement électro en général que ça prenne une grosse ampleur. C'était bien avant ça. Malheureusement pour moi, c'est bizarre de dire ça, mais malheureusement pour moi, ils ont vraiment bien marché, trop bien marché, et c'est devenu un truc vraiment hors de contrôle. Ça m'a collé à la peau. Je trouvais mes morceaux dans des compilations de je sais pas, de tuning ou de tectonique. Tu te rappelles tous les gens qui dansaient la tectonique? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Réveillez-moi, c'est quoi ce cauchemar? Et du coup, je me retrouvais avec des bookings au début où ça te ressemblait pas du tout, quoi. Mais j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Moi, j'ai toujours joué des trucs de house de Chicago, de French Touch ou de la techno. Enfin, je mélangeais plein de genres et je mélangeais ces morceaux-là qui
bizarrement collé à mon set, un peu archaïque dans tous les sens. Je me suis retrouvé une étiquette électro dégueulasse, quoi. Et donc ma faute, peut-être, mais bon, moi c'était vraiment, ça m'a collé à la peau, mais pendant plus de 10 ans, quoi. Et du coup, j'ai refusé les bookings en permanence parce que c'était toujours des trucs de merde que j'avais pas envie de faire et que c'était des trucs bien payés en plus, tu vois. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis arrivé, je vais être devant, je sais pas, 10 000 kékés en train de danser à Tectonic. Je vais commencer à jouer de la house, ils vont pas comprendre, quoi. Bien sûr, donc j'ai dû vraiment tout arrêter, quoi. Après, je pense que c'est à ton honneur de pas avoir accepté ces dates juste pour l'argent, quoi. J'avais des offres, putain, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça me faisait chier au début, je les prenais, mais je dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est ce délire, je me fais chier, ça m'emmerde. Vraiment, j'ai dû vraiment tout arrêter, quoi. Et ça m'a collé, ça a été un problème franco-français. Ouais. C'est-à-dire que il y a qu'en France qu'on me parle de ces morceaux. Quand je vais en dehors, on m'en parle jamais. Jamais, ça va pas, tu vois, je veux dire, il y a qu'en France. Et du coup, j'ai des étiquettes vraiment. Au point où ça en devienne un frein, quoi. Ouais, c'était un frein à ma carrière en France. Avant c'est sorti, je jouais au Rex, tu vois, je jouais à même les bons clubs de la capitale. Et après ça, c'est terminé, c'était terminé, c'est plus possible, quoi. C'est une catastrophe. C'est dur d'être un artiste français sur la scène internationale aujourd'hui, sur la scène électro? Non, c'est ni dur ni... Non, c'est bien. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, avec Internet, que ce soit français ou chinois, ça n'a pas vraiment grande importance, je pense. Hein. Ouais. Tu peux vraiment percer peu importe où tu sors, donc c'est peut-être cool, les gens ils croient que t'es français, donc t'es un peu chic. Pour moi, pas vraiment, mais... non, il n'y a pas de... Ouais, tu vois pas de frein en dehors, finalement, que d'être en France. Ouais, non. Mais bon, là, ça va. Voilà. Là, c'est revenu. Je vais envie de te dire un niveau respectable en France où les gens savent enfin, je pense, ce que je fais. Donc, je peux aller jouer. Et ça m'arrive encore quand même. T'as toujours un mec, quoi là, avec son téléphone. Je dis, ah putain, il est là. Il est là, il te suit. Il est là, putain, il a 35 ans, arrête. Il y a une scène dans le monde que tu as envie de découvrir, un pays que tu n'as pas pu jouer et que tu as envie de découvrir. Je sais pas, je pense à la Géorgie, des choses comme ça, où il y a des scènes émergentes complètement ouf. Je suis allé quand même vraiment partout, je crois. Hein. Et les endroits où je suis pas allé, c'est que j'ai pas envie d'y aller. Je suis en Venezuela. Non, c'est bon, je passe mon tour, merci. Trop d'histoires, t'entends trop de trucs, c'est pas possible, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit où j'ai vraiment envie d'aller, tu vois. Okay. Je suis pas un de ces DJ qui kiffe le fait de voyager. Moi, je le prends vraiment comme un job, tu vois, c'est ma passion, mais je prends comme un job, je vais là où on me demande d'aller, où ça vaut le coup d'aller. Et je rentre. Moi, j'aime bien être chez moi, en fait. Tu vois, je m'en fous d'aller sur une île paradisiaque. Les gens, t'as de la chance. Je m'en bats les couilles. Je préfère être dans mon studio, en fait. Donc, c'est con, hein. Comment tu vois cette scène électro aujourd'hui où on a l'impression que les artistes ont une étiquette d'un style et n'en bougent pas? Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que je pensais à ça exactement tout à l'heure, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plutôt le public qui bouge pas. Ouais. Dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que le public, pas tout le monde, hein, mais la grande majorité des gens, quand ils vont voir, je sais pas, ils vont aller à une soirée Afterlife ou une soirée Solo Moon, ils veulent entendre que ce style-là toute la nuit. Ouais. Et si un DJ, je sais pas, genre Laurent Garnier ou même moi, qui part tirer un peu en couille, qui va jouer un truc qui a rien à voir, ils vont pas comprendre, ils vont trouver ça nul. Parce que ça sort de leurs habitudes, de ce qu'ils veulent entendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un problème, quoi. Je veux dire, avant, je jouais, même dans mes sets aujourd'hui, j'essaie, de passer, pas du coq à l'âne, mais de varier un peu le truc. Mais il y a des mecs, ils veulent entendre de la progressive pendant 10 heures, de la trance pendant 15 heures, de la techno pendant 20 heures. Et tu ne peux pas en sortir. Et les gens, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. C'est qu'avant, tu te permettais des trucs, ça marchait nickel, c'était la folie. Aujourd'hui, tu peux moins te le permettre. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils viennent pour un truc bien spécifique. C'est peut-être pour ça que les artistes changent de nom de scène et ont plusieurs projets artistiques, en fait. Exactement. Parce qu'il y a toujours une attente envers eux qui est forte, quoi. Et si moi, demain, je sors un maxi, tu vois, un EP, je sais pas comment on dit, une sortie, qui sort de ce que les gens
s'attendent de ce que je fais d'habitude. Ils vont pas comprendre qu'ils vont faire qu'est-ce qui se passe, oh là, il a changé de style, c'est bon, unfollow. Ça, c'est un truc vraiment compliqué. Aujourd'hui, un artiste, j'ai pas envie de dire que c'est la faute du public, parce que nous, on devrait les éduquer, leur montrer la voie, quoi, mais je te jure, c'est un truc, c'est les gens, ils sont dans des cases, ils sont fans d'un truc, et ils veulent en rester là, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué, quoi. Donc, pas cool. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Est-ce que c'est parce que la scène s'ouvre que à certains styles et du coup on n'arrive pas à faire découvrir d'autres styles à ce même public? Moi je pense que parce que la techno devient quand même de plus en plus à la mode dans un sens. Est-ce que les gens maintenant veulent écouter de la techno et au final ils connaissent pas ce qu'est la musique électronique en général. Exactement. Ils veulent de la techno. Ouais, c'est presque un problème de notre scène qu'on a, quoi. Tout ça, c'est les réseaux sociaux, de toute façon. Je veux dire, la base, le corps du problème, je sais pas comment dire, la base du problème, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un truc ça pourrait être tellement bien, mais en fait, c'est tellement nul. Je sais pas comment expliquer, ça pourrait être tellement top, là. Tu pourrais vraiment ouvrir et éduquer, enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs à découvrir, mais les gens, ils s'abonnent à des trucs, et ils s'abonnent qu'à des trucs, et c'est une espèce de truc, de box, de boîte fermée. Je sais pas, quand tu fais scroller ta timeline, je suis désolé, je parle des anglicismes horribles, mais je parle tout le temps en anglais, et tu regardes ton téléphone, la plupart des gens, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est comme ça sur leur téléphone, et je trouve que c'est vachement lié à leur goût, et du coup, un artiste techno, il va être obligé de s'adapter à ce marché, quoi. Au final, c'est un marché, c'est un business. Pourtant, tu vois, pour aller peut-être un peu à l'inverse et essayer quand même de réfléchir au-delà, aujourd'hui, la techno, même si c'est très accessible, c'est de partout, c'en est pas non plus, c'est pas la musique de la radio, c'est pas la musique de la télé. Et ça reste quand même d'une certaine manière, une musique de niche. C'est pas la musique que tout le monde va chercher par défaut. Après, tu me diras si t'es pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Mais justement, moi, j'ai quand même l'impression que ça reste une musique qu'il faut faire la démarche de découvrir, et que si on fait la démarche de découvrir, on a envie de découvrir d'autres choses. Mais après, c'est ma vision. Moi, je pense que la techno d'aujourd'hui n'est plus la même que celle qui était il y a 20 ans. Je veux pas faire le vieux con, c'était mieux avant. De toute façon, elle évolue forcément. Exactement. Elle a évolué, elle s'est professionnalisée. Tu vois, en termes d'image. C'est un problème, ça, tu trouves? C'est un problème. Non, c'est bien, parce que du coup, tout le monde en profite. Tous ceux qui sont que ce soit de la techno, la house, les mecs comme moi, tu veux dire, le marché, il a grandi, il a évolué, donc c'est bien. Je veux dire, tu gagnes mieux ta vie, etc. Mais en termes de l'origine du truc, il est perdu depuis longtemps, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans les hangars avec, je sais pas, c'est fini tout ça. Alors on est en mode business, les mecs qui travaillent, ils voyagent en jet privé. Je veux dire, ils ont des milliers d'abonnés sur Insta. Techno-business, c'est ça, c'est le terme à la mode, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas grave, mais c'est un constat, c'est tout, c'est comme ça, c'est devenu ça, et c'est ce que ça. Et puis tu sais quoi, moi j'ai 42 ans, mais si j'avais 20 ans aujourd'hui, que je découvrais la techno, peut-être que j'aimerais ce qu'ils font aujourd'hui, tu vois. J'ai peut-être pas envie de découvrir ce que faisait Underground Resistance il y a 20 ans. Ça sonne tout pourri, je veux dire, tu vois, la qualité des productions, c'est pas la même. Bon, j'en sais rien, peut-être pas en fait. Non, j'aimerais pas la techno d'aujourd'hui, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la techno d'aujourd'hui? Moi, la techno qui marche d'aujourd'hui, hein, parce qu'attention, il y a toujours la bonne techno, faut faire. Mais la grande majorité, c'est quand même assez très dur, très froid, très industriel. Moi, c'est pas ce que j'aime, mais je peux comprendre qu'on aime ça, l'énergie, tu vois, je veux dire, l'espèce de trucs droit au but, efficace, mais moi je préfère les trucs un peu plus chauds, plus funky, plus groovy, plus lent. Il y a un côté trop dur pour moi qui me touche plus, qui me touche pas, quoi. La techno d'avant, il y a 20 ans, elle était rapide, elle était dure, mais elle avait une espèce de d'âme quand même, quoi. Il y avait une texture, ouais. Ah ouais, quand même, quoi. Aujourd'hui, c'est il y a quand même on retourne la situation, est-ce qu'il y a un style qui te plaît aujourd'hui, d'une évolution de la techno, quelque chose qui t'a peut-être prendre une petite claque ou un truc comme ça? Même en dehors de ton style, hein, ou voire plus large musicalement. Non, en fait, tu sais, il y a la progressive, par exemple, c'est un truc que je connaissais pas du tout, quoi. Pas du tout, c'était la progressive house. C'est vraiment un truc anglais pur.
que je connaissais pas, que j'ai commencé à découvrir petit à petit, que je commence à comprendre et à bien kiffer 2-3 trucs, tant que c'est toujours groovy, funky, etc., il y a une bonne vibe. C'est vraiment ça, c'est un genre que j'aimais pas du tout, ou que je connaissais très mal, et petit à petit, je commence à apprécier des trucs que j'aurais jamais pensé aimer il y a de ça 10 ans, quoi. C'était tellement à l'opposé de ce que j'aimais, ce que je faisais. Mais bon, il n'y a pas vraiment de style qui aujourd'hui, que j'aimais pas avant. Tu vois, non, c'est toujours pareil. J'ai toujours aimé la même chose, j'aime toujours le même truc. J'ai pas vraiment dévié de mon truc. Ça s'est juste modernisé au niveau de la technique, etc. Mais, yeah. Pour toucher une note un peu positive, qu'est-ce que tu peux dire pour toi, ce que la musique électronique a de plus précieux aujourd'hui? De plus précieux? À tes yeux, ouais. Fou là là. Là, c'est philosophique, hein. De plus précieux, la musique électronique, ouais. Je sais pas. Quand tu regardes, c'est quelque chose en tout cas qui te rend fier, qui te dit, putain, on en est là, ou il y a ça. Ah ouais, non, là c'est sûr que par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, est-ce que c'est maintenant, on n'est plus dans le même, c'est plus le même truc, quoi. Je veux dire là, au niveau, à tous les niveaux, quoi. Je saurais pas quoi te répondre à cette question parce que je sais pas en fait. J'ai pas de. Mais est-ce que du coup, on retourne la question, est-ce que dans 20 ans, t'aimeras toujours autant la musique électronique? Je pense, ouais, c'est clair. C'est un truc, je sais pas pourquoi. Jusqu'au bout. Bah, c'est vraiment le truc que j'aime, que j'ai toujours aimé. J'écoute quasiment rien d'autre que ça, tu vois, ça fait vraiment pitié presque. J'écoute pas grand chose en niveau musique, sauf la dance music, quoi. En dance music, par contre, j'écoute mais de tout, quoi. Ça va de la deep à la techno. Moi, la techno que moi je vais aimer. Mais vraiment, c'est vraiment super large, quoi. Vraiment, quoi. Je connais vraiment des trucs. Alors que les mecs techno, ils connaîtront que leur scène techno, tu vois. Ils connaîtront pas un mec de la scène house ou tech house. Moi, je connais vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, quand même, je reviens sur un point du modulaire, le fait d'être lancé là-dedans, est-ce que tu digues toujours autant de musique ou pas? Ou en fait, t'as un moment à toi de libre, bam, t'es dans le modulaire? Non, bien moins qu'avant, j'avoue. Je suis plus dans mes habitudes, les artistes que j'aime, les labels que j'aime, plutôt que de chercher pendant des heures. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est des heures et des heures et des heures pour peut-être t'en trouver un ou deux. Je préfère même pas. Puis honnêtement, ce qui a vraiment changé dans mes sets par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques années, c'est que je joue quasiment que mes productions maintenant, quoi. Alors qu'avant, c'est pas du tout ça, quoi. Avant, j'en jouais un, peut-être deux dans un set. J'étais vraiment en mode DJ, quoi. Et le public a changé. Et les gens, quand ils viennent à mes gigs, ils veulent entendre mes morceaux, quoi. Moi, ça me saoule un peu, parce que j'aimerais bien, tu vois... Parfois changer, ouais. Changer, je le fais, mais tu sens tout de suite la différence quand tu joues un de tes morceaux et que les gens les connaissent, tu vois de suite que les gens sont là pour ça. Après, je pense que c'est trop cool en tant qu'artiste d'avoir cette effervescence sur tes tracks à toi, moi, quoi. je me suis toujours considéré DJ depuis le début, quoi. Tu vois, donc le métier de DJ a un peu disparu, quelque part. Alors, ce que je te propose pour terminer, et rester dans nos thèmes de cube, je t'avais promis le dernier jeu de mots, il est costaud. Je suis prêt. On aime bien poser des questions aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et donc on a décidé de lancer la F à cube, forcément. Ok, la F à cube. Et du coup, on a deux questions pour toi sur Instagram. Une première de John Do 123, qui nous dit quand est-ce que tu sors le vinyle de En route tout Mars, signé l'espion, il m'a dit que tu comprendrais. Ouais, je comprends, je vois très bien qui c'est en plus. Les vinyles, on a fait la première vinyle de mon label il y a pas longtemps. Ça a pris 6 mois quand même. Il faut 6 mois maintenant pour faire un vinyle, c'est assez fou. Donc j'ai pas la réponse parce que c'est vraiment plus de temps que ce qui était vraiment prévu. Mais le projet est toujours en cours. Ouais, c'est en cours, mais c'est tellement long que faut pas attendre de date. Faut pas attendre, quoi. C'est affaire à suivre. Ouais. Et la dernière question, elle est de Souvenir Musique. C'est un artiste lyonnais que je vous recommande d'ailleurs, Souvenir. Il te demande ton preset et ton trick d'effet du moment que tu aimes utiliser sur tes derniers morceaux. Question plus studio technique. Un truc que j'utilise tout le temps sur tous mes morceaux, c'est toutes mes basses, en fait. J'ai 2 basses, en fait. J'ai la basse que t'entends vraiment, celle qui fait la mélodie. Mais j'enlève toutes les basses de la basse, c'est con, mais j'enlève toutes les basses, tout le sub de le corps, et je double la même mélodie avec un sine wave. C'est un peu technique, mais un truc plus propre, très, très rond. Je fais 2 fois la même mélodie, mais comme ça j'ai contrôle
du sub comme je veux et de la mélodie de la basse indépendamment, ce qui me permet d'avoir un rendu bien plus propre que si j'utilisais vraiment le son tout seul de basse technique comme ça, quoi. Ok, technique, mais bon. Moi, c'est ça reste clair. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien, on arrive sur la fin de l'émission déjà. Moi, si je peux t'interrompre. Vas-y. Avant ce remerciement, je on a quelque chose à t'offrir, puisque hier c'était ton anniversaire, donc du coup on se j'ai senti qu'il y avait un truc. Il a fêté ses 18 voilà. ans. Il me semblait bien que j'entendais chuchoter dans mon dos sur la préparation. Alors. Voilà, c'est un beau petit cadeau. Ah, c'est. On a fait un effort. Ça pèse son petit poids. Ah, faut que j'arrive à le déballer maintenant. Et ouais, c'est chouette ça. Ouh là 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 là, le pavé. Ah, là, j'ai avoir de la lecture. Hein. Bah, écoutez, ouais. J'espère qu'on a choisi le bon style musical hein, quand même. Bah écoute, j'ai découvert. J'ai jamais entendu parler. Électro, tu connais, ça te parle ça? Bah ouais, cool. Hein. Et bah Electrorama du coup de Tsugi, bah écoutez, bah merci. Merci. Bon anniversaire. Merci. Bah merci. 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, il paraît. Et bah voilà. Et du coup, j'étais pas prêt. Bah merci, non, ça me touche. Tes remerciements maintenant. Du coup, bah ça ne reste plus qu'à vous remercier tous pour ce cadeau. Merci Seb pour ta participation à l'émission. Merci Nickel pour ta participation et pour co-animer toujours avec moi. Merci à Andrea à la photographie. Un grand merci à Mathieu et à Clément à la caméra. Et dans le dos, on avait Ludo au son. Merci Ludovic de la chambre design, voilà. Et un grand merci surtout du coup Ambrine qui nous a accueillis aujourd'hui du coup dans le théâtre pour voilà cette jolie salle tout simplement. Merci à tous et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission.